Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, des boomers aux enfants gâtés de la consommation, on pourrait dire, après moi, le déluge. Notre premier invité rejoue la guerre des générations dans l'espoir d'une réconciliation. Notre seconde invitée pointe, elle, les hypocrisies de l'époque, s'élève contre les révolutions de façade, s'attaque au mythe du capitalisme responsable, finit la conscience de classe, d'un côté comme de l'autre, qui semblait structurer la pensée et la société jusqu'ici, place aux égoïsmes générationnels. Nos deux invités, je vous les présente. Le journaliste et essayiste François de Closet, auteur de La parenthèse Boomer, Réconcilier les générations, un ouvrage qui vient de paraître chez Fayard. Bonjour François de Closet. Bonjour. Bienvenue autour de cette grande table des idées. À vos côtés, l'anthropologue Fanny Parise, chercheuse associée à l'Université de Lausanne, spécialiste des mondes contemporains et de l'évolution des modes de vie, créatrice aussi d'un podcast, Madame l'anthropologue, où elle vient de publier Les enfants gâtés. Bonjour Fanny Parise. Bonjour. Qui se présente comme la Jane Goodall, vous savez l'ethnologue, spécialiste des chimpanzés, qui se présente donc comme la Jane Goodall, non pas des bonobos, mais des bobos. Bon résumé de la situation et du portrait de la photographie que vous avez cherché à faire avec ce livre. Exactement. Une anthropologue dans la jungle urbaine doit trouver des nouveaux mots pour donner de la distance par rapport au quotidien et nous permettre d'objectiver les petites contradictions qui sont pourtant si structurantes de nos sociétés occidentales. On va les pointer ensemble, ces contradictions. Les boomers, quel âge ont-ils aujourd'hui, François de Closet, ces boomers ? Pour l'essentiel, ce sont les générations qui sont nées après la guerre. Des générations qui se sont d'abord caractérisées sur le plan quantitatif. Tout à coup, la France avait plus de 800 000 naissances, alors qu'avant, elle n'était 600 000, qu'elle est après, mais après une longue période. Donc, les boomers, ils sont d'abord nombreux. Et d'autre part, les boomers, ils n'ont pas connu toute la période de la guerre, l'occupation et destruction, etc. Ils sont nés juste après. Et donc, quand ils vont devenir adultes, dans les années 70 et autres, eh bien, ils vont entamer cette période qui va de 1970 à 2020, pendant lesquelles la France ne connaîtra ni famine, ni catastrophe, ni guerre, rien, ni épidémie, et ça n'est jamais arrivé en 2000 ans d'histoire. Donc, l'histoire tragique s'est mise en hibernation. Simplement, quand vous êtes dans la parenthèse, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas. Et comme ça s'est refermé en 2020 sur le plan de l'épidémie et en 2022 sur le plan de la guerre, là, tout d'un coup, on a vu que oui, il y avait une parenthèse et qu'on n'était plus dedans. Et qu'il y avait peut-être un problème. Voilà, c'est une génération, ces boomers. Ils ont le même âge, qu'ils fassent partie, racontez-vous, écrivez-vous, François de Closet, du peuple ou de l'élite. Ils ont en commun le partage de la même idéologie, celle de l'égoïsme, de l'hédonisme et du présentéisme. De votre côté, les enfants gâtés, Fanny Parise, auquel vous consacrez ce livre qui vient de paraître chez Payot, vos enfants gâtés, eux aussi, n'auraient plus de conscience de classe. Comment les définir ? Quelle génération ? Quel âge ont-ils ? Alors, les enfants gâtés, c'est, on va dire, c'est la génération qui suit la parenthèse boomer. Ce sont des individus qui sont en activité, qui font partie des classes moyennes et des classes supérieures, et qui, même s'il y a une absence de classe au premier abord, ont un trait commun, c'est celui de croire dans le capitalisme responsable qui doit faire rimer prospérité économique et transition éco-environnementale. Donc, c'est comment on amène une permanence de la consommation en promettant une transition socio-éco-environnementale au prix du moindre effort et par la consommation. Alors vous avez respectivement 88 ans et 35 ans. Est-ce que par vos âges, vous faites partie des générations que vous portraitisez dans vos livres, par vos âges, pas par vos valeurs ? Vous n'êtes pas un boomer ? Non, mais là, je suis né plus de 10 ans avant, mais d'un autre côté, j'ai vécu toute cette période. C'est pas de l'histoire, ce sont des souvenirs, et c'est intéressant parce que je peux confronter les statistiques, les faits que retiennent les historiens, et ce que j'ai vécu, moi, à cette époque. Et souvent, il y a des décalages intéressants. Lesquels, par exemple ? Eh bien, on a l'impression que c'était une époque, notamment les 30 glorieuses, où toute la consommation s'est mise en place. Ah, et De Gaulle, que les Français devaient être heureux. Non, les Français, ils ont vécu ça sur le plan morose. Et finalement, mai 68 est venu comme
un moment d'explosion de tout ce qu'il y avait quand même comme frustration. Ça qui est très étonnant, rétrospectivement, ça nous paraît une époque conquérante, fantastique, qui n'a jamais existé sur le plan économique. Et en réalité, pour les Français, c'était pas drôle. Mais 68, c'est vraiment un moment de rupture pour vous, François de Closet. Dans quelle société vivons-nous aujourd'hui? Dans une société, semblez-vous répondre, qui serait le produit, l'enfant, le monstre de mai 68. Un moment vraiment couperet, explosion d'égotisme, écrivez-vous, une jeunesse qui se cherche tant dans ses attachements que dans ses rejets, finit par se retrouver dans l'affirmation individuelle contre l'ordre social. Là-dedans, et dans cet effet d'âge, cet effet d'âge générationnel qui devient comme un facteur identitaire pour cette génération-là, plus significatif que les affiliations politiques, des générations qui ont donc pris la relève des classes politiques. 35 ans, vous faites partie de ces enfants gâtés, la conscience critique en plus? Bien évidemment que je fais partie des enfants gâtés, et c'est bien pour ça que je me permets d'avoir un regard un petit peu décentré et critique par rapport à l'hyperconsommation. Mais dans mes recherches, j'identifie 2 groupes sociaux. Le premier, c'est les nouveaux sauvages, une élite médiatico-créative, et les autres, les enfants gâtés, qui peuvent également faire partie de la première et qui vont être des véritables croyants de cette hyperconsommation responsable. Donc, je suis un petit peu moins croyante ces derniers temps, parce que sinon je n'aurais pas pu aller au terme de cet ouvrage, mais bien évidemment que je m'assume totalement en termes de nouvelles sauvages. C'est quoi une élite médiatico-créative? Ce sont des individus qui instaurent une nouvelle culture légitime, celle de l'éco-responsabilité, qui vont donner un petit peu le ton sur les manières de consommer de manière descendante et qui vont donner la fausse illusion, du moins au premier abord, que les classes sociales s'effacent au profit d'entailles verticales dans le corps social, en créant des culturelles sur la base d'histoires et de fictions collectives qui amènent plus d'appartenance. Et ces fictions collectives vont se fédérer autour d'objets, de styles de vie et de marques qui permettent de rendre cohérents les systèmes de contraintes à l'échelle individuelle, comme les imaginaires collectifs qui nous amènent à la permanence par le changement. Alors ça va des journalistes aux influenceurs, ça peut aller des chercheurs, des experts, jusqu'aux personnalités culturelles. Exactement. Qui imposent, selon vous aussi, de nouveaux modèles, de nouvelles façons de voir les choses, et que vous questionnez aujourd'hui dans ce livre, les enfants gâtés. Est-ce que vous faites directement, et ça y ressemble, le procès des boomers, vous, François de Closet? En 2020 déjà, vous aviez estimé que cette génération que vous décrivez était prédatrice, et qu'elle devrait avoir honte. C'est ce que vous écriviez dans Le Monde avant ou au début de la pandémie. N'éprouvent-ils pas de la gêne, pour ne pas dire de la honte, en regardant leurs enfants et leurs petits-enfants? Ne sont-ils pas conscients d'appartenir à une génération prédatrice qui laisse à ses descendants une nature dévastée et 2000 milliards d'euros de dettes accumulées sans la moindre justification? Croient-ils vraiment que nous n'y sommes pour rien? Ce qui vous agace, c'est quoi? C'est cette espèce d'amnésie générationnelle? C'est ce manque de responsabilité? En 1968, on a changé de liberté. Du temps du général de Gaulle, la liberté de chacun était soumise à l'intérêt collectif. C'était les Français au service de la France. Et tout d'un coup, c'est moi d'abord, moi tout seul, tout pour moi. Et maintenant, c'est la France au service des Français. C'est ça qui nous a fait basculer de la France gaulliste à la France post-gaulliste. Et tout au long de cette période, on ne pense qu'à soi, on ne pense qu'à l'immédiat. Le fait, est-ce que vous pouvez imaginer qu'avec une bonne conscience, mais totale, cette génération a pu accumuler sur la tête de ses enfants, sans qu'il y ait la moindre explication, accumuler 3000, maintenant 2000 milliards de dettes. Mais enfin, ça n'est jamais arrivé, ni qu'il y ait une période aussi facile, aussi heureuse, ni que l'on fasse autant de dettes. On ne faisait des dettes que pour sauver la patrie pendant la guerre. Là, on a fait des dettes pour le confort, des dettes de confort. C'est répugnant de mettre à la charge de ses enfants des dettes de confort. Et je l'ai écrit. C'est pas que de la dette de confort. C'est rigoureusement que de la dette de confort, car depuis que nous sommes en déficit, la part de l'investissement public dans les budgets a diminué, elle n'a pas augmenté. C'est-à-dire que ce qui fait cette dette, il n'en restera rien pour nos enfants que le remboursement. Qu'est-ce que c'est la dette de confort pour vous? Vous la définissez comment? Qu'est-ce qui est du confort? Mais nous devons payer, chacun,
notre train de vie, nos dépenses, sauf à investir en laissant quelque chose qui enrichit pour les suivants. Quand on a investi pour faire des centrales nucléaires et puis après les successeurs ont dû peut-être rembourser des dettes, mais ils ont trouvé des centrales nucléaires. Ça, c'est très bien. C'est comme ça qu'on construit l'avenir. En revanche, de l'accumulation de ces déficits, je dis qu'il ne reste rien. C'était du fonctionnement, c'était de la consommation. Je prends un exemple. Dans les pays scandinaves, dans les pays germaniques, on estime que les budgets sociaux doivent être à l'équilibre. On doit payer sa propre santé. Nous, pas du tout. On n'est pas du tout gêné de voir s'accumuler les dettes générées par les systèmes sociaux. Expliquez-moi en quoi les systèmes sociaux améliorent l'avenir de nos enfants. Non. Simplement, il les charge de dettes. Et je peux le dire parce que je l'ai dit dans tous mes livres au cours de cette période. Alors il y a la dette et puis il y a aussi le patrimoine dont vous dites, François de Closets, que la plus grande partie du patrimoine est détenue aussi par les plus de 60 ans aujourd'hui. Dette et patrimoine d'un côté, ça laisse peu ou pas grand-chose pour les générations suivantes. Des enfants gâtés du XXe siècle, ceux que vous décrivez, ces fameux boomers, François de Closets, aux enfants gâtés du XXIe siècle, les vôtres, Fanny Parise, qui sont ces sauvages du postmodernisme, ces enfants gâtés, vous les décrivez comme peut-être ceux qui prônent ce fameux capitalisme responsable pour mieux hyper consommer, comme les héritiers de ces boomers de François de Closets. Il y a un même partage des non-valeurs, en fait, ou de valeurs presque égoïstes, individualistes. Exactement, ces dettes de confort dont on parlait précédemment ont érigé les individus en micro-spéculateurs d'eux-mêmes ou les croyances. Le récit collectif que, au final, ça va passer si on a des inventions technologiques de procédés ou marketing qui nous permettent d'amener une permanence pour ne pas renoncer au confort, nous amène à faire comme si on avait effectivement trouvé des solutions, mais là, aujourd'hui, on n'en a pas. C'est pointé également du doigt la logique de découplage où on essaye de distinguer la croissance économique de la destruction de la planète. Et effectivement, aujourd'hui, on a une destruction qui est un petit peu moins importante, mais par contre, on consomme plus. Donc ça va amener cette bonne conscience hédoniste un poil plus loin en disant, effectivement, on a des avancées qui nous permettent de vivre comme si on était déjà dans un futur souhaitable et désirable pour nous et pour les générations futures. Vous voulez décrire, oui, François de Closets ? Si vous voulez, il est vrai que le progrès technique permet de désamorcer, je dirais, un certain nombre de bons. Voyez-vous, c'est à la fin des années 60 que, notamment depuis l'Amérique, on a dénoncé le péril pour la nature. On ne peut pas avoir indéfiniment une croissance sans limite sur une terre limitée. Et ça a été dit de façon très forte. Attention, halte à la croissance, on ne peut plus continuer comme ça. Et ces premiers sonneurs d'alerte, ils estimaient que dès la fin du siècle, dès la fin du XXe siècle, il y aurait des famines épouvantables, il y aurait des crises, il y aurait plus de pétrole, il y aurait tout ça. Ils se sont trompés de date, parce que le progrès technique a fait que, contrairement à ces prévisions alarmistes, on est arrivé en 2020 et il y avait beaucoup moins de famine en 2020 qu'en 1980. Mais attention, on n'a fait que retarder. On n'a pas de réponse technique face aux dégradations de la nature, de l'environnement et du climat. On ne les a pas. Et vivre en postulant que les scientifiques vont s'en arranger, vous avez tout à fait raison. Le postulat sur lequel on vit, c'est l'illusion technique. J'ai dénoncé il y a bien longtemps. On va trouver une solution technique. Pas la peine de s'embêter à chercher une solution sociale, culturelle, politique. Non, faites-nous des pilules, faites-nous des machines et on va s'en sortir. Et on vit toujours là-dessus. Mais là, il n'y a plus de machines. Mais votre génération, cette génération que vous décrivez, Fanny Parise, certes, elle consomme, mais elle a conscience du réchauffement climatique, de l'urgence écologique en cours. Et elle a peut-être aussi changé en partie ses modes de consommation. Vous avez l'air de dire que cette transformation-là est vraiment de façade, que tout ça est enrobé dans un discours éco-responsable, mais qu'en réalité, la pratique est toujours aussi consommatrice
consommatrices ou hyper consommatrices. L'anthropologie nous apprend que les individus, notamment les consommateurs, sont toujours des menteurs de bonne foi et qu'il y a toujours un écart entre ce que l'on dit, ce que l'on pense faire et ce que l'on fait réellement. Et pour les enfants gâtés que j'étudie, eux ne veulent pas s'émanciper du système marchand, mais veulent le mobiliser comme une nouvelle manière de s'épanouir et de s'inscrire dans une société. Donc pour ces individus... Exemple, on ne veut pas arrêter d'avoir une voiture personnelle, mais par contre, on va revendre sa voiture thermique en état de marche pour pouvoir investir dans une voiture électrique sans forcément anticiper les problèmes de recyclabilité de la batterie ou les flottes supplémentaires de voitures thermiques qui vont être envoyées sur d'autres continents. En fait, et la fabrication de l'électricité dont on ne parle jamais. Exactement. Moi, je parle de pensée magique de l'énergie en montrant comment ce flux invisible et structurant pour nos modes de vie, il nous permet de nous maintenir dans cette illusion. Et pour finir de répondre à votre question, on va vraiment être sur des individus qui vont avoir de bonne foi l'impression de moins consommer ou de déconsommer, mais qui vont arbitrer différemment dans leur poste de dépense au quotidien et vont faire des déplacements ou des remplacements. Et quand on a une lecture un petit peu globale de leur univers matériel, comme je fais avec ma caméra quand je vais chez eux, on se rend compte qu'ils vont avoir de nouveaux objets ou de nouveaux services qu'ils n'avaient pas auparavant. Alors, menteurs de bonne foi, c'est le cas notamment des hipsters et de toutes ces catégories que vous avez recensées parmi ces nouveaux sauvages ou ces enfants égoïstes, bobos, normcore, boubours, hipsters. On va écouter à ce sujet les mots du journaliste Jean-Laurent Casselli, c'était il y a 3 ans, auteur de No Fake, une contre-histoire de notre quête d'authenticité chez Arké. La sous-culture hipster qui s'est épanouie en Occident entre les années 2000 et 2010 est une culture sur laquelle on a beaucoup parlé dans la mode parce que c'est une tendance visuelle, c'est une manière de s'habiller, de se présenter, mais pour moi c'est plus que ça. C'est aussi justement un rapport un peu névrotique au vrai. Les hipsters sont souvent caricaturés et moqués pour être adeptes du passé et adeptes de la marchandisation et de la parodie du passé. Ils parodient tout un tas de styles vestimentaires anciens, de leurs parents, de leurs grands-parents. Ils s'intéressent au vinyle et au Polaroid à l'ère du numérique. Ils apprécient les plats de grand-mère, les petits troquets, le formica, etc. Donc ils sont dans un paradoxe qui consiste à recréer du vrai ou de l'authentique, en tout cas la version qu'ils en ont, dans un monde totalement digitalisé, totalement globalisé, d'où cet aspect parfois un petit peu agaçant qu'on leur reproche, qui est justement à force de vouloir le vrai, de recréer un nouvel âge ce que j'appelle un nouvel âge du fake, quoi. Voilà. Ils seraient à l'abri justement du marketing et de ce qu'ils pensent être un monde artificiel, mais à un point, juste encore une fois, un peu névrotique, quoi. Voilà, les hipsters décrits par Jean-Laurent Casselli, c'est nostalgique aussi du passé, qui entretiennent une marchandisation aussi de cette nostalgie et de ces pratiques auparavant. Ils sont pour vous, Fanny Parise, ces millennials, ou en tout cas ces égoïstes-là, cette génération-là, cette sous-culture-là, peut-être des boomers qui s'ignorent? Ou du moins, ils sont les nouveaux boomers que nous décrit aussi François de Closet. Ils sont effectivement les futurs nouveaux boomers. Petite précision, pour moi, les hipsters et ces ethnies culturelles ne sont pas des catégories sociologiques, mais des néologismes qui permettent de caractériser le changement dans l'esprit des gens. Et c'est l'imaginaire, les mots qu'on met sur une société pour décrire des styles vestimentaires qui ont du sens. Et ce qui est relativement intéressant avec cette récupération de l'authentique par cette ethnie culturelle hipster, c'est qu'ils vont avoir des visions stéréotypées d'un passé qui est forcément fantasmé et qu'ils vont renvoyer comme forcément contre-culturel, à contre-courant de la société, et renvoyer vers des logiques de progrès en vidant toute leur substance liée à une époque, à un contexte et un imaginaire qui ne les ferait pas du tout rêver s'ils vivaient vraiment dans cette France du formica. Voilà, donc vous dites ethnie culturelle, mais je rappelle que comme Jane Goodall, vous avez donc choisi de pénétrer cette jungle urbaine et de catégoriser, d'écrire aussi ces ethnies culturelles que vous avez tenté d'identifier avec humour aussi. Il y a une différence fondamentale qui est apparue depuis, je sais pas, peut-être 20 ans. C'est que jusque-là, l'épuisement de la terre, la dégradation de la terre, tout ce qui compromet la vie même des hommes, tout ça c'était fantasmé, c'était annoncé par des scientifiques. Bon, mais enfin, la climatologie, c'était pour le long terme.
Aujourd'hui, la climatologie, elle s'est invitée dans la météorologie. Maintenant, on le vit, on le sait. Et ce qu'on vit sur le plan du réchauffement, on sait que sur le plan de la biodiversité, de l'épuisement des sols, c'est partout vrai. Et donc, ces boomers, ces post-boomers, si vous voulez, c'est la génération suivante, ils sont quand même les enfants des boomers. Hein. Ils sont quand même venus au monde persuadés qu'ils ont un droit acquis à la consommation, à l'augmentation de leur niveau de vie. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, mais enfin, que fait le gouvernement? Notre niveau de vie n'augmente plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, ils sont persuadés qu'ils ont un droit acquis à tout ça. Puis en même temps, ils voient bien que ça ne peut pas continuer comme ça, qu'on est dans la catastrophe. Alors, vous avez raison de dire, bon, en un premier temps, il essaie de dire, bon, ben alors on va faire attention, hein, on mange plus de la viande que 2 fois par semaine, on fait ci, on fait ça. Et il est évident qu'il faut ça, mais il faudra des changements dans notre mode de vie, beaucoup plus complexes. Et là, si vous voulez, c'est tellement grave, mais ça concerne en même temps toute l'humanité. Tandis que ce dont je parle dans mon livre concerne la France. C'est spécifiquement français. Et donc, je n'ai pas abordé ce problème parce qu'il concerne toute l'humanité. Et je dirais qu'il ne concerne pas. Alors, sur ce point, nous ne serons pas d'accord. Je ne pense pas que ça concerne le capitalisme. Pourquoi? Parce que ça concerne la société industrielle, qu'elle soit capitaliste. Vous savez, si l'URSS avait pu continuer pendant 30 ans, dans quel état elle aurait laissé la Russie? Ça aurait été abominable. Non. Et la Chine aujourd'hui, je ne sais pas si elle est capitaliste ou quoi, je suis sûr qu'elle est en train d'être une société industrielle qui va ravager la nature comme toutes les sociétés industrielles. Nous sommes donc pris au piège de la société industrielle, certes dans sa forme capitaliste, puisque c'est notre société, mais la base, c'est la société industrielle, la logique que se donne l'homme quand il découvre les capacités qui naissent du progrès technique. Oui, on va réussir à faire ça, on va réussir à faire ça. Alors, il faudrait faire quoi? Il faudrait désindustrialiser, décroître. Dans quel cercle ou logique vertueuse faudrait-il s'engager pour vous, François de Closet? Si on a tendance, et vous avez raison de le dire, à s'imaginer de fausses solutions, c'est pour une raison simple. C'est qu'on n'en a pas de vraies. On n'en a pas de vrais qui nous paraissent supportables. Les vrais, sont celles des gens qui essayent d'imaginer un avenir non industriel, d'autosubsistance, etc., qui est une rupture complète avec notre vie, notre culture, notre organisation sociale. Et personne ne voit comment on pourrait passer de l'un à l'autre. Hein. Personne. Donc, il y a la nécessité de se dire, oui, moi je vais faire des choses, je veux protéger la nature, attention, je n'irai pas en vacances sur l'Himalaya, non, je vais aller en vacances juste à 1000 km de là, comme ça j'ai des vacances plus basses en carbone, et si vous voulez dire que c'est pas avec ça qu'on s'en sortira, là, je signe des 2 mains. 13h19 sur France Culture, invité pour une dizaine de minutes encore l'anthropologue Fanny Paris, auteur des Enfants gâtés qui vient de paraître chez Payot, et le journaliste essayiste François de Closet, auteur de la parenthèse Boomer, réconcilier les générations chez Fayard. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Fanny Paris, vous vous attaquez dans votre livre, je le disais, au mythe du capitalisme responsable. Vous évoquiez ces menteurs de bonne foi qui sont autant d'idiots utiles du capitalisme, avec des discours critiques, moralisateurs sur la consommation de masse, avec la croyance peut-être aussi d'une autre consommation qui serait possible, plus éco-responsable, des apôtres de la finance verte, des énergies alternatives, mais qui au fond ne font qu'entretenir toujours le même système. Vous êtes d'accord, vous rejoignez François de Closet sur cette idée de c'est pas tant la faute du capitalisme que du système industriel et productiviste qui se joue partout dans le monde aujourd'hui?
Ah oui, effectivement, on dit recoupe. la même chose avec des mots qui sont un petit peu différents. Et le capitalisme responsable permet de questionner le mythe du progrès dans nos sociétés industrielles et occidentales. Et c'est ça que je questionne, c'est cet écart entre les systèmes de contraintes individuelles, l'imaginaire individuel qui est tourné vers du positif, et les récits collectifs où on essaye de trouver du sens et une voie des possibles face à une situation qui est très anxiogène. Bon, alors on parle beaucoup en ce moment du projet de réforme des retraites. Beaucoup de questions se cristallisent autour de cette réforme-là. Comment être équitable? Comment ne pas en faire un sujet inflammable entre les générations? Je vous propose d'écouter le témoignage d'une personne, d'un jeune homme, Victor Laura. Il est encore jeune, oui, puisqu'il a à peine plus de 30 ans. Et lui, il répond un peu à cette tendance frugaliste que vous évoquez aussi dans votre livre, Fanny Parise. Il incarne ce mouvement des retraités précoces. Et oui, François de Closet, il raconte son choix sur France Info. J'ai eu un déclic en fait en allant au travail, je pense comme pas mal de monde. J'étais dans la ligne 1 du métro et là j'ai vu une femme assise d'une quarantaine d'années, entre 40 et 50 ans, et elle avait l'air un peu dépressive et je me suis dit oula, en gros moi je me dirige directement vers ça, donc il faudra peut-être que je réfléchisse à quelque chose. Et le soir j'ai regardé sur des blogs américains comment on peut ne pas travailler, et là je me suis dit ok, en fait il y a un truc et ça a l'air de marcher et c'est très mathématique. Donc premier élément, moi j'ai commencé à contrôler mon niveau de vie, et après quand j'ai commencé à bien investir surtout en bourse et à comprendre le pouvoir de l'épargne, là je suis devenu totalement drastique. Donc ça veut dire, même si vous êtes habitué à aller au restaurant, vous y allez quasiment plus, vous voyez moins vos amis, vous vous mettez en colocation. Cette hygiène de vie-là allait aussi avec le fait que je commençais à beaucoup, à côté de mon job, travailler pour faire des investissements. Donc que ce soit à l'immobilier, ça prend beaucoup de temps. Donc je passais mes week-ends à essayer de trouver des immeubles, des appartements achetés. Et du coup, à mes 30 ans, finalement, mes dépenses étaient couvertes par mes investissements. En créatocratie, concept que vous avez forgé, Fanny Parise, le frugaliste jouit d'une rente dite de situation, c'est-à-dire qu'il va percevoir régulièrement les fruits financiers de ses investissements. Quelle figure incarne-t-il à travers ce témoignage aussi? Vous parlez de ces nouveaux golden boys du capitalisme responsable. Ces golden boys de la sobriété se sont adaptés au changement de la société et au final ont mis en place des stratégies pour pouvoir conserver leur position dans le corps social tout en étant en cohérence avec les enjeux et les valeurs actuelles. Et ces frugalistes, qui ont un capital culturel et économique de départ hyper important, se sont dit qu'effectivement, si faire carrière n'était plus une solution en soi et n'était plus dans l'air du temps, on allait trouver de nouvelles solutions, de nouvelles manières de s'épanouir et de se distinguer socialement. Et ce qui est assez intéressant avec le mouvement FIRE ou des frugalistes, c'est qu'on va ériger la sobriété comme une forme ultime de prestige social où on va imposer de manière un petit peu violente, d'un point de vue symbolique, des nouvelles normes et des nouvelles conventions sociales, à la fois de consommation et de réussite, alors qu'au départ, on est quand même sur des individus qui ont des salaires mensuels hyper élevés, et qui ont des réseaux et des compétences qui leur permettent effectivement non pas de s'émanciper du système, mais d'en jouer pour pouvoir avoir une position favorable dans ce fameux monde d'après. Ça souligne quand même aussi une dimension, une réalité, qui est que peut-être aujourd'hui le capital rapporte plus que le travail. D'abord, il n'est que de voir comment s'enrichissent les milliardaires et comment stagnent les salaires de la plus grande masse. Évidemment, c'est une des grandes difficultés, alors la purement économique, qui met en péril l'ensemble du système moderne mondialisé. Mais je dirais que des milliardaires entrent chez les Chartreux à la trappe, se fassent moines civils ou religieux, etc. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas évidemment ça qui va apporter le semblant d'une solution. Et vous parliez de notre système de retraite. Oui, j'allais vous en parler. Quand on voit les mensonges que l'on entretient, un an de mensonges qui ont fait croire aux Français, premièrement, que les retraités vivaient avec moins de 1 000 € par mois. Il se trouve, quand on regarde les statistiques, que le niveau de vie des retraités, même sans compter le fait qu'ils sont propriétaires de leur logement, est supérieur à celui de la génération suivante, des actifs, ce qui n'existe dans aucun autre pays. On a réussi à faire croire le contraire. Deuxièmement... Il y a quand même certains retraités qui vivent avec très très peu ou presque rien. Non, mais D'accord. Non, mais dites-le parce que sinon... Les très petites retraites sont un scandale, elles existent. Voilà. On a fait croire aux Français qu'on les a mises devant et on a caché les autres retraites derrière. Il se trouve que les autres retraites sont beaucoup plus nombreuses, heureusement, quand même. Bon, et... si vous voulez, en même temps, on a complètement masqué le fait
que dans notre système, ce sont les jeunes qui payent pour les vieux. Ce ne sont pas les riches qui payent pour les pauvres. Donc il n'y a aucun progrès social à avancer l'âge de la retraite, puisque ça revient à prendre aux actifs qui déjà sont moins favorisés pour donner aux seniors qui, eux, sont plus favorisés. C'est avancer, revenir, comme Le Mélenchon le veulent, revenir à la retraite à 60 ans, c'est de l'anti-progrès social. Vous allez mettre des dizaines de milliards sur le dos des jeunes, des actifs, qui déjà sont moins bien lotis, pour aller les donner à des seniors qui, eux, se trouvent dans une meilleure situation, mais on ne dit jamais ça, on ne sait pas de quoi on parle. Réconcilier les générations, c'est le sous-titre de votre livre, François de Closet, mais comment? Et si on prend justement ce biais de la réforme des retraites, comment, via une bonne réforme, ou ce que serait pour vous une réforme des retraites juste, on pourrait réconcilier les générations? Vous avez vu que dans ce livre, j'ai tout un chapitre de propositions. Voilà comment on pourrait faire. Et qui sont faites en s'inspirant des pays plus avancés que nous, comme les pays scandinaves, etc. La première chose, ce serait de donner à chacun le choix de sa fin de vie. Le choix notamment entre le travail et l'activité. Ou bien on continue à travailler et à ce moment-là, il n'y a aucune raison de se mettre à la charge de ses enfants quand on est à 60 ans, si on n'a pas fait un métier très dur et si on est en bonne santé, aucune raison de se faire entretenir par ses enfants. On peut continuer soit le travail, alors évidemment dans l'entreprise, il ne faut pas faire travailler les gens à 70 ans comme à 20 ans, Allez, ou bien au contraire faire des activités sociales, dire voilà, j'accepte de faire et je m'engage à faire ceci et cela. Voilà, et plein d'autres pistes. Et on choisit plein quel d'autres solutions type de vie on veut, et en fonction de ça, on s'enregistre, on fait une acquisition professionnelle, etc. Voilà ce que je propose, mais c'est très précis et c'est authentifié par les pays dans lesquels ça se passe et où ça marche bien. Et j'invite ceux qui nous écoutent, s'ils le souhaitent, à se plonger dans votre livre pour avoir la liste complète des solutions que vous proposez. François de Closet, La parenthèse boomer chez Fayard. De votre côté, ce sera le mot de la fin, Fanny Paris. On commence comment à revoir ce modèle? Vous commencez par où? Eh ben, on commence par se questionner et s'interroger, parce qu'on est tous un petit peu des enfants gâtés de ces sociétés occidentales et industrielles, en se disant, est-ce que ce qui me semble être un progrès dans mon quotidien l'est vraiment au-delà du premier abord, et essayer de réduire l'écart entre nos croyances, parce que c'est confortable de croire, c'est la pensée magique, avec la réalité, nos pratiques, et puis de fil en aiguille, on fera peut-être un petit peu mieux. Voilà, penser contre soi-même, c'est commencer par penser contre sa génération. Merci beaucoup, Madame l'anthropologue. Merci à vous, François de Closet. Fanny Paris, je rappelle le titre de votre livre, Les enfants gâtés, c'est chez Payot. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Juliette Marcaillou qui nous a bien aidés cette semaine, Henri Leblanc pour la Grande Table Culture avec Oriane Delacroix et Violaine Malstaff, à Lucas Bretonnier, Laura Dutèche-Pérez et Maï-Hélène Despiocouré pour cette Grande Table des idées. Aujourd'hui à la réalisation, c'était Thomas Beau avec Dali. Très bel après-midi et belle journée tout court sur France Culture.